Vendredi, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, l'actualité très chaude en lien avec ces droits de douane, les fameux tarifs douaniers. Les Américains, finalement, qui imposent 35 % sur les produits canadiens. Juste rappeler quand même que, bon, il y a une grande majorité des produits qui ne sont pas touchés parce que il y a quand même entre 5 et... en fait, ça va toucher entre 5 et 10 % des exportations canadiennes en raison de l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, ça qui est respecté. Donc, on a quand même là-dessus, ça touche pas 90 % à peu près de ces produits-là canadiens. Néanmoins, c'est quand même une grosse nouvelle parce que ça a augmenté. Le Mexique qui a obtenu un sursis de 90 jours et le Canada, on se dit, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à trouver une entente? Et même ça a augmenté, c'est même pire parce que c'était de 25 % et là, il y a eu un rajout de 10 % On passe à 35 %. Et juste de dire, tu sais, la petite musique, on entend dire, oui, mais bon, c'est juste 5 à 10 % des produits, finalement, qui seront touchés. Mais si on regarde concrètement pour certaines entreprises, est-ce que ça va avoir un véritable impact? Est-ce que cette incertitude aussi a des impacts économiques? Et qu'en est-il de cette fameuse promesse de M. Carney qui, beaucoup de gens l'ont élu au Canada en se disant, bon, finalement, ça va être notre homme, le banquier, il va faire de bonnes ententes. Et bon, est-ce que c'était le mirage Carney? Est-ce que, bon, au contraire, il n'y a pas grand-chose à faire? Donald Trump, il a sa façon de voir les choses. Il peut changer du jour au lendemain. Il a une vision aussi. Et ça, on a tendance à l'oublier. On va dire des fois, oui, Donald Trump, qu'est-ce qu'il fait? Mais il y a une vision pour les États-Unis. Lui, c'est justement, là, tout est basé sur la question des tarifs. Il dit, je vais récolter beaucoup d'argent avec ça. Je vais pouvoir éventuellement faire des baisses d'impôts. Donc, il y a sa stratégie America First. Mais Canada First, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Le Canada d'abord, éventuellement, en sachant qu'on a un voisin qui est comme celui-là. Il va falloir aussi qu'on s'adapte, qu'on s'ajuste, qu'on s'ouvre à d'autres marchés. C'est peut-être facile à dire, mais il faut vraiment, justement, se mettre sur la table à dessein et trouver d'autres partenaires commerciaux. On n'a pas le choix de faire affaire avec les États-Unis. C'est un marché de 300 millions aussi d'individus, de citoyens. Donc, est-ce que tout ça va s'ajuster? Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour nos entreprises? On va en parler avec Jean-Martin Hossan. On sait sa vaste expérience en économie là-dessus. Très, très hâte d'entendre son son de cloche là-dessus. Et juste pour vous dire, je regardais parce que bon, les États-Unis ont réussi à avoir des différentes ententes avec des pays. Et quand je dis que avec le Canada, qu'est-ce qu'il y a en tête? Justement, Donald Trump. Est-ce qu'il y a d'autres choses en tête? L'affaiblissement du Canada en termes économiques, ces fameuses menaces, c'est parti d'une blague sur l'annexion, sur un 51e État, sur le fait que, oui, quelque part, si le Canada est fragile, est-ce que ça pourrait justement attirer peut-être davantage de Canadiens sur cette idée qui plane? Parce que regardez là, les ententes qu'il a eues avec d'autres pays. L'Union européenne, 15 % Royaume-Uni, 10 % Japon, 15 % Mexique, on l'a dit, un sursis de 3 mois. Et on parle de droits de douane plutôt de 30 % là-dessus. Et 35 % pour le Canada, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'équivalent d'une entente avec la Serbie et l'Irak aussi, qui sont taxés à 35 %. Puis je regardais la Syrie, 41 %. Bon, je le sais, je répète, c'est entre 5 et 10 % des produits canadiens. Pour l'instant, Donald Trump, là, qui respecte l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Donc, pour cette vaste majorité de produits, il n'y a pas de droit comme tel là-dessus. Mais bref, quand même intéressant de voir qu'il y a des pays qui ont réussi à avoir des ententes. Nous, pourquoi ça achoppe? On va en parler. Et j'en profite pour saluer Fred Bastien. Salut! Bonjour, Karima. Comment vas-tu? Le rêve. Très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Le rêve, rien de moins. Moi, j'aime ça. Il arrive vendredi, le rêve. Oui. Eh bien, écoute, le rêve de t'avoir avec nous. Bonjour. Bonjour, je suis content. Oui. Surtout quand on sait qu'il y a des bonnes nouvelles quand même à l'émission. Là. On a une série de rêves qui s'en vient. Là. Ben oui, il s'en vient tellement qu'il est déjà assis avec nous. Il s'est installé et il n'arrive pas seul. Il arrive les mains pleines. C'est pour ça qu'il dit le rêve. Oui, c'est ça. Salut Thierry Darèze. Bonjour Karima. Ben, merci d'être là et ben, merci aussi de... Finalement, j'allais dire, tu sais, malgré le flot de ces nouvelles qui sont, cette incertitude et tout ça, ben quand même, tu nous fais sourire, tu nous arrives avec des produits aussi. Qu'est-ce que je vois devant moi, là? Oui, en fait, on va parler tout à l'heure un petit peu du revampage de la SAQ, des nouvelles idées qui veulent faire
pour pouvoir commercialiser un peu plus, puisque les baisses de vente depuis 2 ans sont évidentes. Alors, je me suis basé sur leur objectif pour apporter des produits qui correspondent justement soit avec leur vision, puis aussi avec les habits des consommateurs. Oui, ça va être très intéressant parce que c'est vrai, la SAQ qui a décidé d'essayer des nouvelles affaires parce que les Québécois, manifestement, boivent de moins en moins. Et particulièrement depuis 2 ans, on le voit, là, ça se reflète dans les chiffres, ça se reflète dans les profits. On veut les attirer autrement. Est-ce qu'on fait compétition aux détaillants? En tout cas, on verra ça. Oui, on va en parler avec toi, Thierry Darès, je rappelle, qui est consultant en gastronomie et alimentation, mais aussi qui a un œil affûté sur l'actualité. Je sais que tu aimes vraiment regarder ce qui se passe. T'es assez branché là-dessus. Donc, on fera ça. Et si jamais on veut nous écrire, si vous avez des commentaires, des questions, Fred Bastien. On est là, 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Je suis là pour partager vos commentaires en ondes. Vous pouvez nous appeler aussi des fois. Oui, et puis on va appeler d'ailleurs, il y a Nick Payne qui est avec nous. Salut, Nick! Ah, salut! Ben oui, puis en plus, je suis là. Je suis pas là. Hey! Coudonc, tu sorti de ton lit? Ben non, je te vois, tu es à côté de ton foyer. Là, hey! Est-ce que je parlais tout seul? Non, je t'ai pris au dépourvu un petit peu. Hein? Ting! Ah non, ben oui, j'étais parti brasser les bûches un peu. Il fait pas chaud ici à la campagne, mais là, je suis vraiment déçu parce que je vois que Thierry nous a apporté un paquet de belles bouteilles. Oui, ça t'apprendra. La fois où je suis pas là. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? J'adore le T-shirt de Fred Bastien aujourd'hui. Ah, merci. Oui. Ça nous met... Voilà, oui, affaire publique avec un peu de psychédélisme. Oui, c'est vrai, parce que Fred Bastien est super, à la fois chic, décontracté, un petit veston couleur camel, hein, un petit peu, et avec un T-shirt psychédélique, tie-dye, comme on dit, là, un peu multicolore, avec du rose, du jaune, du rouge. Bref, super chic. Et on va aller, merci, et puis Nick, on se revoit dans quelques instants. C'est parti pour l'émission. Et puis on enchaîne. Ben oui, je m'attendais à avoir une petite musique. Tu sais, c'est parti. Je pense que, que voulez-vous? Ben oui, on va aller rejoindre tout de suite. C'est Jean-Martin Hossan, économiste, pour revenir sur cette décision de Donald Trump d'augmenter les tarifs imposés au Canada à 35 %. Jean-Martin Hossan, bonjour. Bonjour tout le monde. Ben merci d'être avec nous. Déjà, première réaction sur cette annonce là, qu'on a appris il y a quelques heures. T'en penses quoi de tout ça? Là? Comment tu as réagi? Ben, c'est du Trump à son meilleur. Là. Tout ce qu'il peut faire va faire parler de lui, ça le nourrit. Mais comme vous l'avez précisé il y a quelques minutes, là, c'est pas quand même une raison de paniquer au Canada parce que la grande majorité des produits qui sont exportés sont couverts par l'accord avec les États-Unis et le Mexique. Et donc, si on parle d'un taux effectif là, sur l'ensemble du commerce entre les deux pays, pour le Canada, c'est un taux effectif, selon plusieurs évaluations, entre 6 et 7 là. De tarifs effectifs sur nos exportations. Donc, c'est loin du 35 % qui fait la manchette. Mais quand même, la manchette a réussi à faire baisser à peu près tous les marchés boursiers aujourd'hui, incluant l'Amérique du Nord. Là. Donc, l'incertitude que le comportement de Trump et ses décisions qui sont basées sur son humeur et sur plusieurs aspects politiques aussi, plutôt qu'économiques, c'est sûr que ça aide pas l'économie partout. Ça aide pas du tout les marchés à bien se comporter là-dedans. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le 35 %, c'est sur très peu de produits, comme vous le disiez. Et donc, le taux effectif est à peu près de 6-7 % pour le Canada. Donc, la clé là-dedans, c'est que les exportations qui sont sujettes à l'accord de libre-échange continuent de l'être. Parce que si ça s'était levé sur un coup de tête de M. Trump, là, ça deviendrait pas mal plus grave pour le Canada. Oui, pour l'instant, il respecte donc cet accord-là, cet accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Mais est-ce qu'il pourrait décider aussi de jouer là-dessus? Ah, tout à fait, c'est Donald Trump. Donc, il n'y a pas si longtemps, il disait que c'était le pire accord jamais conçu dans l'histoire de l'humanité, puis il le disait sérieusement, en oubliant que c'est lui qui l'avait signé dans son premier terme. C'est ça. Mais donc, M. Trump ne respecte pas toujours la signature qu'il a lui-même opposée sur plusieurs documents. Donc, ce ne serait pas impossible si le Canada le frustre d'une façon ou d'une autre, qu'il décide unilatéralement, lui, qu'il en ait le droit ou non, selon la Constitution américaine, qu'il décide de dire que c'est plus couvert du tout. Parce que ce qu'on a vu récemment dans ces annonces de tarifs, c'est qu'il y avait beaucoup de politique. Dans le cas du Brésil, les tarifs qu'il a ajoutés, c'est parce qu'il était fâché que les institutions au Brésil poursuivent le processus contre Bolsonaro, qui est son ami, son émule même, je dirais. Oui, donc, il fait de l'ingérence, en fait. En fait, il a voulu punir le Brésil pour une décision politique avec laquelle il n'est pas d'accord. Pour l'Inde, c'est un peu la même chose. Les tarifs sont élevés en Inde. C'est parce qu'ils achètent de l'énergie de la Russie. M. Trump n'est pas d'accord. Et pour le Canada, évidemment, quand la nouvelle est sortie il y a quelques heures ou quelques jours là, que
que le Canada allait reconnaître la Palestine bientôt face à l'ONU. C'est une chose qui a déplu à M. Trump. Donc, il y a beaucoup de politique dans son choix des tarifs, là. Donc, c'est la raison pour laquelle, puis même, il disait que les tarifs étaient nécessaires maintenant, selon lui. Donc, c'est vraiment selon son humeur qu'il n'y a aucune analyse politique derrière cette décision, c'est assez évident. OK. Mais là, donc, je veux revenir sur l'impact sur les entreprises, parce que même si on dit, OK, ça touche peu de produits, tout ça, il y a des entreprises qui risquent d'être quand même très affectées là, avec l'augmentation de 35 % Je ne sais pas, votre lecture, Jean-Martin, là-dessus, là, sur l'impact sur certaines entreprises, est-ce qu'il va y avoir un effet là-dessus? Ben, c'est certain que quand on dit qu'il y a à peu près 90% des produits qui sont couverts, il en reste toujours bien 10% qui ne le sont pas, puis qui veulent aussi exporter, puis qui veulent aussi gérer leur entreprise dans un marché un peu plus libre. Donc, pour ces gens-là, c'est clair que c'est sérieux. Et il y a des tarifs qui s'appliquent quand même de façon assez dommageable encore sur l'aluminium, le fer et le secteur automobile est vraiment visé par M. Trump aussi. Donc, en Ontario, il y a déjà eu des bouleversements dans ce secteur-là. Il y a eu des investissements qui n'ont pas été annoncés, qui devaient l'être, même des projets qui sont à risque de se déplacer peut-être. Donc, c'est sûr que ça a un impact. C'est indéniable. Et la question qu'on entend beaucoup, c'est est-ce que le Canada devrait répliquer dollar pour dollar, donc œil pour œil, dent pour dent. Et M. Ford, en Ontario, le premier ministre, est un fervent fan de ça. Il voudrait qu'on réplique dollar pour dollar, mais une chose à laquelle ça mènerait, c'est évidemment de l'inflation au Canada, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'importateur qui paye les tarifs. Donc, si on réplique envers les États-Unis avec la même quantité de tarifs à peu près en dollars, c'est les Canadiens qui vont payer plus cher les produits qu'ils importent. Et donc, ça crée de l'inflation et la fameuse baisse de taux d'intérêt que tout le monde souhaite bientôt, ce serait ralenti par ça, parce que quand il y a une déflation, la Banque centrale a plutôt tendance à monter les taux ou à maintenir les taux plutôt qu'à les baisser. Donc, il n'y a pas de solution facile pour le gouvernement Carney ni pour la Banque du Canada. C'est vraiment, il faut dealer en bon français avec un vis-à-vis qui est instable et imprévisible. Donc, finalement, une réponse dollar pour dollar, ça serait la fausse bonne idée, là. Ben, dans le cas de l'inflation que tout le monde veut éviter aussi, oui. Est-ce que ça pourrait permettre à M. Trump de penser qu'on se tient debout et nous respecter un peu plus? Parce qu'on a vu qu'il respecte à peu près juste les gens qui lui tiennent tête, M. Trump. Dès qu'il voit qu'il y a une faiblesse quelque part, il tape encore plus sur le clou. Donc, peut-être que le fait de se tenir debout pourrait aider dans une certaine mesure, mais sur le plan de l'inflation, ce serait vraiment contre-productif. Mais dans tout cette saga-là, il y a quand même certains points positifs qui peuvent en ressortir. Bien, premièrement, tant que l'accord est assez respecté, le taux effectif est soutenable, disons, à 6-7 %. C'est pas une bonne nouvelle, mais c'est quand même pas la fin du monde. Mais ça oblige le Canada et le Québec à renforcer leur économie par l'innovation ou la diversification, par exemple, de partenaires, se préparer à une prochaine crise commerciale aussi. Donc, quand il y a une crise, c'est une occasion à pas manquer pour se renforcer sur d'autres plans. Donc, il y a quand même un peu de positif là-dedans, malgré toute l'incertitude que ça crée, mais ça nous force à réaliser qu'on ne peut pas se fier à un partenaire unique comme les États-Unis, parce qu'il peut arriver quelqu'un comme Trump qui fait que ce partenariat-là ne tient plus. Vous êtes économiste, Jean-Martin Hossan, et bon, je sais que vous aimez beaucoup le Québec également. Que peut faire le Québec, en fait, dans cette situation-là? Parce qu'on se retrouve aussi un peu pris en étau. Il y avait cette loi pour bâtir le Canada qu'a mis de l'avant M. Carney. On a l'impression que ça devient beaucoup plus centralisé, les décisions, que la menace américaine a fait en sorte, justement, de peut-être mettre davantage de pouvoir dans les mains d'Ottawa. Que peut faire le Québec pour tirer son épingle du jeu? Ben, d'une part, diversifier ses partenaires aussi. Là. Le Québec peut faire ce qu'il veut sur ce plan-là. S'il veut commercer plus avec l'Europe et l'Asie, c'est à lui d'ouvrir les débouchés. Et évidemment, ça se fait pas en 2 semaines. Ça se fait pas en quelques heures quand Trump change d'idée à chaque jour. Mais il faut que le Québec le fasse parce que, mine de rien, l'économie du Québec est une des plus ouvertes en Amérique du Nord. On est de grands exportateurs, beaucoup plus que, par exemple, les États-Unis le sont. Donc, le Québec doit se diversifier. Puis, ce qui est un peu dommage actuellement, c'est quand c'est Ottawa qui négocie face à Washington, le Québec doit envoyer ses doléances, si je puis dire, à Ottawa, qui doit ensuite faire le jeu des compromis entre les provinces et les régions du Canada qui n'ont pas tous les mêmes intérêts, ces régions-là. Donc, le Québec doit passer par un filtre qui est celui d'Ottawa qui fait le jeu des pour et contre pour l'ensemble du pays. Et ensuite, il y a un message qui est envoyé à Washington. Mais c'est certain que chaque région du Canada, là, l'Ouest, l'Ontario, le Québec, les Maritimes, chaque région aurait intérêt à parler directement aux États-Unis pour négocier selon leurs intérêts. Mais pour l'instant, on doit avoir une voix unique face à Ottawa.
Donc, ça force à des compromis. Donc, il y a des choses que le Québec voudrait protéger, que l'Ontario voudrait protéger et que l'Ouest voudrait protéger qui ne sont pas tout à fait cohérentes. Donc, c'est une difficulté accrue pour le gouvernement Carney dans ses négociations avec Washington. Mm-hmm. OK. Puis là, maintenant, là, quand vous regardez ça pour le Canada, c'était le langage, je me souviens, de Donald Trump avec Volodymyr Zelensky, quand il parlait des cartes à jouer. Hein, vous vous souvenez, là, la fameuse rencontre extrêmement difficile pour Volodymyr Zelensky. Puis là, les cartes à jouer, il n'y avait pas de cartes à jouer. Bien, c'est quoi les cartes à jouer maintenant pour le Canada? Oui, la grande chance du Québec et du Canada, c'est qu'on n'a pas un envahisseur. C'est pas une question de vie ou de mort parce que M. Zelensky négociait. En fait, ils ont besoin d'armes pour se défendre. Donc, on est loin de ce cas-là. Et avec le taux effectif de 6-7 c'est très, très fatigant et ça va mener peut-être à des pertes d'emploi dans certains secteurs qui sont directement touchés et non couverts par l'accord. Mais c'est quand même, je pense, un choc que l'économie québécoise peut absorber. Peut-être avec une certaine douleur, mais elle peut l'absorber. Et donc, en fait, comme je le disais, le Québec doit en profiter pour diversifier ses partenariats. Et puis, vous savez, le Québec, le commerce nord-sud a longtemps été plus important que le commerce est-ouest au Canada. Peut-être que c'est une façon de revoir des partenaires économiques du Québec aussi dans le sens est-ouest et pas seulement nord-sud, là. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, si le Québec a plus de partenaires économiques, qu'ils soient au Canada ou aux États-Unis, ça va être bon pour le Québec. Donc ça, c'est une chose à accélérer aussi. Et cette crise-là est une bonne occasion de se le rappeler, qu'il faut accélérer ça. Et même si un jour Trump n'est plus là, puis que le président américain redevient quelqu'un de raisonnable et qui veut commercer avec nous, ce ne sera pas une raison pour tout lâcher et se rejeter dans ses bras aussi, puis de dépendre à une fraction très élevée de nos exportations d'un seul partenaire. Ça n'a jamais été bon pour qui que ce soit, puis pas plus pour le Québec. Mm-hmm. Et bon, Jean-Martin, vous êtes économiste, vous avez fait de la politique aussi, donc je veux qu'on parle un petit peu de stratégie politique. Le Canada, est-ce qu'il a cédé trop rapidement? Tu sais, juste par exemple, là, si on pense au retrait de la taxe sur les services numériques pour les géants du web, tu sais, ça, c'était comme, c'était quand même une des mesures phares. On se dit, on va aller chercher beaucoup d'argent là-dessus, puis on n'a même pas décidé que c'était finalement un objet de négociation. On a décidé c'est le gouvernement Carney avait décidé finalement de retirer ça. Là. Puis je regardais quand même quand ça avait été déclaré, c'est M. Champagne en fait qui avait dit on va vraiment se donner finalement l'annulation de la taxe sur les services numériques permettra de faire progresser considérablement la négociation de nouveaux partenariats économiques et de sécurité avec les États-Unis ainsi que de renforcer notre travail pour créer des emplois. Donc François-Philippe Champagne, ministre des Finances, qui avait dit ça. Et on se rend compte que ça n'a absolument rien donné. Là. Donald Trump, il sort toujours des raisons, peu importe. Là. Donc, est-ce qu'on a vraiment là, tout laissé nos cartes dès le départ? Bien, en fait, ce qu'on ne saura jamais, c'est est-ce que ce serait encore pire si on avait maintenu la taxe? Parce qu'évidemment, là, on se dit ça n'a rien donné. Il annonce 35... Mais ça n'a même pas été un objet de négociation. Ben en fait, c'est que peut-être que les discussions auxquelles je participe pas, là, les discussions de près en privé, peut-être que c'est un élément très important qui fait en sorte que ce serait pire si on l'avait maintenu. Donc ça, on ne le saura pas. Mais c'est sûr que quand l'Europe, par exemple, a abdiqué, selon à peu près tout le monde, c'était mal vu, mais on ne sait pas ce qui se passe dans ces négociations-là. Donc le Canada, ça a peut-être eu l'air d'une abdication, cette taxe-là, que moi, j'aurais maintenue en place parce que elle était censée, cette taxe-là, elle avait du bon sens. C'est 3% en plus. Oui, mais pour M. Trump, là, taxer ces grandes entreprises internationalement, c'est un crime de lèse-majesté, puis c'est lui la majesté, on peut en être sûr. Mais bref, peut-être que ce serait pire si on avait maintenu la taxe, on ne le saura pas, mais c'est vrai que ça avait l'air de quelque chose d'abandonner un peu rapidement dans le contexte, mais j'étais pas à la table de négociation. On a une petite réaction ici. Je vais aller voir tout de suite Fred Bastien. Bonjour, M. Haussan. Il y a Jason de la Montérégie là, qui insiste sur l'importance d'encourager nos producteurs locaux pour essayer d'éviter l'importation. C'est ce qu'il dit. Sinon, je me demandais, M. Haussan, là, on sait que le fameux accord Canada, États-Unis, Mexique qui nous protège un peu de ces tarifs-là présentement vient à échéance en 2026. Là, c'est là qu'on va le renégocier. Est-ce qu'on est vulnérable dans la prochaine année par rapport à ce qu'on fait pour nous protéger devant les Américains? Ben, c'est à peu près certain que les négociateurs s'efforcent déjà de couvrir au moins autant de produits pour que justement le taux effectif des tarifs soit très bas. Parce que si cet accord-là est renouvelé avec beaucoup de nouveaux produits qui ne sont pas couverts, le taux effectif va sauter pas mal plus haut.
Et donc, l'important pour l'instant, c'est que l'accord actuel soit respecté jusqu'à la fin, ce qui n'est pas une certitude avec Donald Trump, pas du tout, et que l'accord renouvelé couvre à peu près les mêmes secteurs et même potentiellement plus en termes d'exemption. Mais Jason a tout à fait raison dans son commentaire. Si tout le monde magasinait d'abord des produits québécois, quand il y a une alternative québécoise à ce qu'on achète, c'est sûr que l'économie serait de moins en moins fragile ou sujette à des chocs de l'extérieur comme ça. Ceci dit, si tous les autres pays faisaient la même chose, nos exportations seraient réduites. Aussi, oui, c'est ça. On a une économie mondiale qui est tellement imbriquée que c'est une question d'équilibre. Il faut acheter localement le plus possible, mais si tout le monde n'achetait que des produits locaux, l'économie du Québec en ressentirait des effets assez néfastes rapidement. Et on a aussi un commentaire, je pense, d'un gars que tu connais un petit peu, Nick Payne. Oui, salut Jean-Martin Hassan. Juste un complément. En fait, c'est un complément d'information. Il y a un élément qui passe un peu sous silence et je pense que ça vaut la peine d'en parler parce que le commerce électronique est un secteur de l'économie qui est très dépendant des États-Unis d'Amérique, évidemment, et la Maison-Blanche a annoncé la fin de l'exemption pour les colis de faible valeur envoyés aux États-Unis d'Amérique. En fait, en ce moment, cette exemption place la barre à 800 $. Tout ce qui vaut moins que 800 $ américains entre aux États-Unis sans traitement douanier, donc sans tarif, sans délai, sans frais, et ainsi de suite. Alors, pour le 29 août qui vient, la Maison-Blanche met fin à cette exemption. On parle ici, là, en 2023, c'était 1 milliard de colis et pour une valeur totale d'à peu près 55 milliards de dollars. En 2024, on parle près d'1 milliard 500 millions de colis. C'est colossal et ce sont beaucoup de petites entreprises au Québec et au Canada qui vont être touchées par ça. Trump avait une première fois posé le geste au printemps, un peu là vers le début là, de la grande valse des tarifs. Puis, après quelques jours seulement, le chaos était tel aux douanes qu'il était revenu sur sa décision. Et là, il récidive avec ça. Il va y avoir des effets de ce côté-là aussi. Oui, puis je pense que ça vient d'un fonctionnaire allumé aux États-Unis qui s'est rendu compte, parce qu'il y a eu quelques constatations là-dessus. Il y a des commandes d'importation qui étaient modifiées, étaient restructurées pour avoir plusieurs petites commandes qui tombaient en dessous du seuil plutôt qu'une grosse qui était en haut du seuil. Donc, je pense qu'ils ont voulu éviter cette espèce de contournement-là de la règle, mais c'est clair que ça va avoir un impact. Puis comme c'est des montants qui n'étaient pas si élevés, c'est encore plus un impact sur des PME que sur des grandes entreprises dont les commandes sont souvent très élevées en valeur. Donc, tout ça fait partie du calcul. Mais ce qui est certain, en bout de ligne, on ne sait pas ce qui va arriver avec Trump, mais ce que lui met en place, c'est très mauvais. Et d'ailleurs, les États-Unis commencent à s'en ressentir, parce que mine de rien, depuis la pandémie, c'est le pire 3 mois sur le marché de l'emploi aux États-Unis. C'est la pire performance en 3 mois depuis la fin de la pandémie. Et c'est en bonne partie dû à ce que Trump met comme incertitude dans les marchés. Donc, à suivre justement sur cette stratégie de Donald Trump, peut-être justement en quelques secondes, lui, il est en train de bouleverser l'économie mondiale et la façon dont tout ça fonctionne. Est-ce que c'est un génie pour le America First ou c'est vraiment, il est complètement à côté de la plaque et il va le payer cher? J'ai beaucoup de difficultés à mettre le mot génie et Donald Trump dans le même temps. Mais chose certaine, l'université Yale qui s'est comptée en général, ils estiment en ce moment que ce que Trump fait, ça met le taux global de tarifs à peu près 17% mondialement à cause de ce que Trump fait. Et ça, c'est le niveau le plus élevé depuis les années 1930. Donc, il est vraiment très, très mercantiliste, qu'on appelle, il veut rapatrier son économie chez lui, même si des fois, c'est des boulots qu'il veut rapatrier que les Américains ne voudraient pas tellement occuper. Là. Quand on a des boulots en Asie parce qu'ils sont très peu payés, on rapatrie ça chez soi. C'est pas tout le monde qui va se lancer pour les occuper. Là. Mais bref, ce qu'il est en train de faire, c'est un retour aux années 1930 où les taux de tarifs étaient beaucoup plus élevés. De vouloir renforcer son économie nationale et rapatrier chez soi certains secteurs, ça, c'est louable. Je pense que le Québec aurait avantage à le faire dans certains secteurs aussi, mais de le faire aussi unilatéralement et aussi violemment, je dirais, c'est là que la méthode n'est pas la bonne et ça crée beaucoup d'incertitudes partout, y compris chez nous. Jean-Martin Hassan, économiste, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour vos lumières. Grand plaisir. Salut tout le monde. Salut.